Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, ce dernier cours de l'année va se faire dans des conditions assez inédites parce que mon ordinateur m'a de nouveau joué des tours et donc impossible de retrouver donc les projections que j'avais prévues. Donc, ça va se faire sans images, ce qui est un petit peu gênant, mais enfin bon, on va faire avec ce qu'on a. Alors, vous vous rappelez peut-être la petite phrase de Montesquieu, la Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Alors, cette petite phrase publiée au milieu du XVIIIe siècle a-t-elle scellé définitivement l'essence du pouvoir chinois qui serait constitutionnellement et intrinsèquement despotique? Donc, comme nous l'avons vu la dernière fois, les témoignages recueillis sur le terrain offrent un tableau plus nuancé. Par exemple, si nous remontons, comme nous l'avons fait en amont, vers le XVIe siècle, sous la dynastie des Ming, on voit que l'administration de l'Empire se fait en premier lieu au niveau local, où elle est mise en œuvre par des fonctionnaires comme Hai Rui, qui font ce qu'ils peuvent avec, en réalité, peu de moyens de coercition. En particulier, nous avons vu qu'ils ne disposent pas de forces de police. Et si on descend vers l'aval, au milieu du XIXe siècle, nous avons le témoignage oculaire de nos braves missionnaires lazaristes, le père Gabet et le père Huc, qui observent une certaine résistance à l'autorité dans les couches populaires de la société chinoise. Et nous avons vu en particulier l'usage qui est fait de l'affiche, c'est-à-dire l'ancêtre du Dazibao, cette affiche en grands caractères que les passants peuvent lire dans la rue, et qui est un petit peu l'équivalent populaire de la remontrance. À un haut niveau de la bureaucratie, ce sont donc les hauts fonctionnaires qui présentent des remontrances à l'empereur, et au niveau des masses, comme on dirait maintenant, ou de la base, c'est à travers l'affiche que s'exprime donc la remontrance. Et vous vous rappelez peut-être que le père Huc, dans ce livre qu'il a signé de son seul nom, L'Empire chinois, fait à plusieurs reprises le constat. On se trompe beaucoup en pensant que les Chinois vivent toujours parqués dans une enceinte de lois impitoyables et sous la verge d'un pouvoir tyrannique qui réglemente toutes leurs actions et dirige leurs mouvements. Cette monarchie absolue, mais tempérée par l'influence et la prépondérance des lettrés, donne au peuple une indépendance bien plus large qu'on ne saurait se l'imaginer. On trouve en Chine un grand nombre de libertés qu'on chercherait vainement dans certains pays qui ont pourtant la prétention d'avoir des constitutions très libérales. Donc ici, nous avons quelqu'un qui parle au milieu du XIXe siècle et qui pense forcément très fort à la phrase de Montesquieu, justement. Mais il faut reconnaître et verser au crédit de Montesquieu que on a beau chercher, nulle part on ne voit l'ombre du début d'un commencement de séparation des pouvoirs, puisque l'empereur incarne à lui seul la source du pouvoir et que les fonctionnaires qui administrent la machine d'État concentrent dans leurs mains les prérogatives du législatif, de l'exécutif et du judiciaire.
En outre, comme le soulignent aussi bien Jacques Gernet et Léon van der Merch, donc deux grands maîtres de la sinologie française disparus aujourd'hui, la contestation du pouvoir de l'empereur par ce que Léon van der Merch appelait la littérocratie, cette fameuse remontrance dont nous parlons depuis quelque temps. Donc cette contestation ne s'appuie pas sur des structures institutionnelles, mais sur une simple autorité et légitimité morale. Alors, il faut rappeler ici que le rapport assez subtil et complexe entre le pouvoir du prince d'un côté et l'autorité morale du conseiller du prince, qui est par définition confucéen, ce rapport a été défini déjà dans le Mencius au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Mencius, qui est la latinisation de l'appellation chinoise maître Meng, Mengzi. Mencius l'a exprimé dans des termes qui frappent par leur force. Alors, il était prévu que je vous projette donc les passages en question, mais ça, je ne peux pas, donc je vais simplement d'abord vous les lire en chinois et vous donner la traduction ensuite. Donc, au Mencius 6 à 16, vous avez ceci, Mengzi yue, 有天觉者，有人觉者，仁义忠信，乐善不倦，此天觉也。公卿大夫，此人觉也。古之人，修其天觉，而人觉从之。今之人，修其天觉，以要人觉，既得人觉，而弃其天觉，则祸至圣者也。忠义必亡而已矣。Donc, Maître Meng Mencius dit il y a le Tianjue, c'est-à-dire donc la noblesse du ciel, c'est-à-dire en fait les rangs de noblesse définis par le ciel, et you ren jue zhe, il y a la noblesse définie par les hommes. Donc vous avez la différenciation entre deux domaines, vous avez le domaine du ciel et le domaine de l'homme. Alors, ren yi zhong xin, donc le sens de l'humain, le sens du juste, la loyauté et le fait d'être digne de confiance, le fait de prendre plaisir justement sans jamais se lasser dans le bien, ça c'est donc la noblesse du ciel. Autrement dit, c'est précisément justement la noblesse morale. La différenciation entre les grands-ducs, les grands ministres, les grands officiers, ça, c'est la noblesse définie par les hommes. Alors, dans l'Antiquité, on cultivait la noblesse du ciel, autrement dit la noblesse morale, et la noblesse des hommes suivait, c'est-à-dire naturellement. À partir du moment où on faisait preuve d'une autorité morale, donc disons, la reconnaissance sociale suivait en quelque sorte. Bon. Alors qu'aujourd'hui, on cultive donc la noblesse du ciel, c'est-à-dire la noblesse morale, mais c'est pour rechercher justement la noblesse des hommes. Et une fois qu'on a obtenu cette reconnaissance humaine, sociale, à ce moment-là, on laisse tomber donc la noblesse du ciel. Ça, c'est une erreur très grave et qui fatalement
finit dans la perte totale de toute noblesse. C'est-à-dire, donc, là, quand vous renversez donc, justement le processus, que vous recherchez l'autorité morale uniquement pour obtenir la reconnaissance sociale, ça aboutit finalement à la perte de toute forme de noblesse. Vous avez cet autre passage dans le livre 2b2, où vous avez un propos qui est mis dans la bouche de Zhengzi, Zhengzi qui était donc un des disciples majeurs de Confucius, qui dit ceci: Bi qi fu, wo yi wu ren, bi qi jue, wo yi wu yi, wu he qian hu zai. Donc, Bi, il dit lui, lui, c'est-à-dire le prince, il a sa richesse. Et moi, j'ai mon sens de l'humain. Lui, il a la noblesse du rang, c'est un prince, mais moi, j'ai mon sens du juste. Donc, en quoi devrais-je me sentir inférieur? Donc ici, ce que dit Zhengzi, c'est qu'au fond, la noblesse morale, ce que Mencius appelle la noblesse du ciel, est absolument à parité avec justement tout ce qu'un prince peut accumuler de richesse ou d'honneur ou de rang. Et vous avez enfin cet autre passage, ce troisième passage. Là, c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas le voir parce que vous verriez en fait, la concision justement de cette langue classique ancienne chinoise. Ce passage figure dans le livre 5b7, où là, vous avez un propos qui, cette fois, est mis dans la bouche de Zisi, qui était le petit-fils de Confucius, et qui est très souvent associé justement au nom de ce disciple Zhengzi dont on vient de voir un propos. Alors, ce petit-fils de Confucius s'adresse lui aussi à un prince, et il lui dit ceci: « Yi wei ze zi jun ye, wo chen ye, he gan yu jun you ye, yi de ze zi shi wo zhe ye, xi ke yi yu wo you. » Alors, qi wei, alors du point de vue de la position, littéralement, du statut social, à ce moment-là, vous êtes le prince, et moi, je suis votre ministre ou votre serviteur. Dans cette configuration, comment est-ce que je pourrais avoir l'audace de lier un lien d'amitié, yo, avec un prince? Parce que l'écart social est évidemment trop grand, donc interdit tout lien d'amitié. Le lien d'amitié, qui, je le rappelle, dans les liens sociaux fondamentaux confucéens, est le seul lien égalitaire, c'est-à-dire entre deux personnes qui sont à égalité. Mais ite, c'est-à-dire si on parle de te, c'est-à-dire de vertu ou de valeur morale, alors à ce moment-là, c'est vous qui devriez me servir. C'est vous, prince, qui devriez être à mon service. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous pourriez avoir la présomption d'être mon ami? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, même sans image, combien justement ces propos de Mencius sont toujours d'une radicalité extraordinaire. Et ce qui m'a toujours un petit peu étonnée, c'est que les traductions du Mencius
apparaissent toujours un petit peu comme extrêmement pontifiantes, ennuyeuses, alors qu'on ne se rend pas compte que Mencius portait un message quand même assez osé, hein, il faut dire. Bon. Alors maintenant, la question qui se pose aux intellectuels chinois d'aujourd'hui, c'est de savoir si l'autorité morale suffit pour se dresser contre un pouvoir autocratique, surtout quand le pouvoir est concentré, comme c'est le cas aujourd'hui, entre les mains d'un seul homme qui reste sourd aux remontrances. Non seulement il reste sourd aux remontrances, mais qui étouffe toute velléité de remontrance avant même qu'elle ait le temps de s'exprimer. Et donc cette question, c'est de savoir si cette autorité morale suffit et s'il ne faudrait pas aussi le socle et la caution des institutions. Et ça, c'est une question qui est posée avec force actuellement en Chine, en particulier par des juristes. Alors, l'autre question, c'est est-ce que le mode de gouvernement de l'État-parti actuel ne fait que, au fond, perpétuer le régime impérial? Et si oui, est-ce qu'il faut en conclure que le régime politique chinois est autoritaire par essence et donc fondamentalement, radicalement, constitutivement incompatible avec des institutions démocratiques? Alors ça, c'est la question que pose mon collègue Pierre-Étienne Ville, qui a occupé ici pendant pas mal d'années la chaire d'histoire de la Chine moderne, et qui, dans un article en anglais, qui était fondé en fait sur une conférence donnée à l'Institut d'études avancées de Princeton en 2008, l'article lui-même a été publié sur le site de la Vie des idées, qui est accessible librement en 2012. Et l'article s'intitule donc China, Back to the Imperial Sense of the State. Donc Chine, retour au sens impérial de l'État. Alors, dans cet article, Pierre-Étienne Ville examine un certain nombre d'ouvrages qui portent justement sur la culture politique de la Chine. Et il constate que tous les ouvrages qu'il a examinés soulèvent une question importante, qui est de savoir dans quelle mesure donc la culture traditionnelle chinoise du service public ne doit pas être seulement regardée, enfin considérée comme une contribution originale de la civilisation chinoise et un atout pour la situation actuelle, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en disant que, en fait, cette culture politique vaut mieux pour la Chine que des modèles importés, soi-disant donc des démocraties libérales occidentales. Alors, Pierre-Étienne Ville constate que dans ses ouvrages, ça n'est jamais dit explicitement, mais il apparaît de manière assez évidente que maintenant, exactement comme dans le passé, ce qui serait le plus désirable pour les Chinois, ce serait un mode de gouvernance qui serait à la fois autoritaire, éclairé et vertueux, et qui serait donc confié à des officiels, enfin des officiers plus exactement compétents, dont la seule préoccupation serait bien sûr le bien de la nation, dont les actions seraient guidées par des principes supérieurs et qui auraient été sélectionnés par le gouvernement
du fait justement de toutes ces qualités. En d'autres termes, donc, il s'agit d'une sorte de paternalisme autocratique que l'on oppose volontiers donc au système démocratique où donc les hommes politiques seraient tous des maniganceurs et seraient tous totalement incompétents parce que choisis par une populace ignorante. Bon, alors, évidemment, dans cette dernière phrase, c'est la façon dont est représentée la démocratie libérale dans le discours officiel chinois. La visée de la Chine actuellement est de toute évidence de montrer que la démocratie libérale, telle qu'elle existe dans les pays occidentaux, n'est pas adaptée au système de gouvernance interne à la Chine. Et maintenant, en fait, la Chine fait même un pas de plus en essayant de démontrer l'invalidité totale du modèle démocratique. Alors évidemment, après le passage de quelqu'un comme Trump à la Maison-Blanche, c'est facile. Hein. Bon. Donc, démontrer l'invalidité de ce modèle, à la fois dans son principe et, du coup, donc, par voie de conséquence, la supériorité du modèle chinois. Alors, cette question de la compatibilité ou de l'incompatibilité justement de la gouvernance chinoise et du système démocratique a été abordée en long, en large, en travers et en épaisseur dans ce livre dirigé par Pierre-Étienne Ville et une autre collègue du Collège de France, Mireille Delmas-Marty, donc une juriste de formation, qui a occupé une chaire avec un titre très long, je ne saurais pas vous le reproduire, mais enfin qui parlait justement de l'institutionnalisation et de l'internationalisation du droit. Donc, à eux deux, ils ont dirigé ce gros volume qui s'appelle tout simplement « La Chine et la démocratie », paru aux éditions Fayard en 2007. Et donc, le propos général de ce volume, qui est un volume collectif avec des contributions venant de toutes sortes d'horizons et de disciplines. Moi-même, j'ai commis dans cette entreprise collective, en parlant justement ce qu'on appelait les germes de démocratie dans la tradition confucéenne. Donc le propos général, c'était de savoir dans quelle mesure la tradition politique chinoise, prise dans sa dimension historique et comprise dans son sens le plus large, et la culture chinoise en général, dans quelle mesure tout cela inclut des éléments susceptibles de s'accorder avec les valeurs et les pratiques du libéralisme démocratique moderne, offertes en exemple à la Chine depuis plus d'un siècle. Donc, il ne faut pas moins d'un volume comme ça, justement, pour entrer véritablement dans les subtilités, les nuances, les complexités, justement, du débat. Donc là, nous sommes très, très loin des débats idéologiques, des simplifications idéologiques. Nous avons l'intervention, justement, d'expertise de tous bords, entre des historiens, des anthropologues, des juristes, etc. Donc, si vous pouvez encore vous procurer ce volume, n'hésitez pas. Alors, nous avons vu, donc, je rappelais encore au début de ce dernier cours de ce matin, donc, que l'opinion publique s'est exprimée dans la Chine impériale à travers donc les affiches, l'ancêtre des Dazibao, qui maintenant prennent la forme justement des réseaux sociaux. On l'a vu au début justement de cette série sur la question du Trangping, c'est-à-dire donc du rester couché, de cette vague et vogue du rester couché. Et nous avons vu que à travers les réactions spontanées qui s'expriment
de manière étonnamment franche et libre sur les réseaux sociaux, probablement grâce au couvert de l'anonymat. Bien sûr, ces réactions ne mettent jamais directement en cause le pouvoir en place, mais on voit quand même, à travers ces réactions, se dessiner une génération, cette génération des ce qu'on appelle en anglais les millennials ou la génération Y ou Z, qui ne ressemble plus du tout aux générations précédentes en Chine. Vous vous rappelez peut-être le poste du sociologue de l'université Tsinghua de Pékin, Sun Liping, quand il parlait sur WeChat justement de ce phénomène du rester couché. Et à ce propos, il fait référence à une de ses collègues de l'université Tsinghua qui s'appelle Guo Yuhua. Alors, cette dame, malheureusement, j'aurais bien aimé vous montrer sa photo parce qu'on voit tout de suite à travers son visage que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert et extrêmement franc. Alors, cette dame s'est aussi exprimée sur la question du trangping, du rester couché. Et elle, en fait, elle insiste sur justement ce qui la frappe comme une différence générationnelle. Parce qu'elle dit que au sortir de la révolution culturelle et au moment où Deng Xiaoping lance sa réforme économique, c'est-à-dire au début des années 1980, cette réforme économique qu'on appelle en chinois le Gaige Kaifang, c'est-à-dire à la fois donc la réforme et l'ouverture. À ce moment-là, donc, il y avait un véritable mouvement d'enthousiasme où la société chinoise était vraiment projetée vers l'avant. Les paysans voulaient rendre leur famille plus riche, les ouvriers voulaient gagner plus, les entrepreneurs, les hommes d'affaires voulaient tous justement faire de l'argent, faire des affaires prospères. Les scientifiques voulaient donc innover, les artistes voulaient créer, les chercheurs, les étudiants voulaient vraiment en fait rattraper le temps perdu pendant toute la révolution culturelle. Les athlètes voulaient gagner des médailles. Bref. Tout le monde avait envie donc justement d'améliorer sa condition, et on a ici justement la réaction de quelqu'un qui est né en 1956, donc qui a à peu près le même âge que moi, et qui s'étonne de voir donc cette génération suivante, la génération de nos enfants, qui maintenant sont sont trentenaires, avoir envie donc de rester couché et ne plus avoir même envie de faire des enfants, comme nous l'avons dit. Alors, cette Madame Guo Yuhua, c'est quelqu'un de vraiment intéressant parce que, d'une part, c'est l'une des rares femmes à s'être distinguée comme une intellectuelle publique. Et là, nous voyons que même dans la Chine actuelle, la parole publique est aussi fortement genrée. Parce que conformément à la tradition chinoise, ce sont en majorité des hommes qui occupent l'espace public, et c'est encore vrai très malheureusement aujourd'hui. Donc Madame Guo Yuhua, c'est un rare spécimen donc de femmes donc qui osent prendre la parole dans le champ public. Alors, elle est actuellement professeure de sociologie aussi à Tsinghua, à Pékin, donc, dont nous avons vu que c'est l'une des universités les plus prestigieuses de Chine, mais qui paradoxalement a été le foyer justement d'une forte contestation du pouvoir central. Alors, comme je viens de le dire, cette Madame Guo donc, est née en 1956 et elle a grandi en réalité dans le milieu des élites chinoises de l'époque, puisque ses parents étaient des officiers militaires qui servaient donc le gouvernement central à Pékin.
Mais alors le problème, c'est que, comme beaucoup justement de ces élites du régime maoïste, pendant la révolution culturelle qui a duré de 1966 à 1976, des membres de ces élites, comme le père de Madame Kuo, ont été très sévèrement persécutés, à tel point que son père est mort en 1968 de maladie sans pouvoir recevoir de soins. Donc il est, alors, ce qui frappe ici, c'est que d'une certaine manière, la famille de Madame Kuo et Madame Kuo elle-même a connu, appartient en fait à la même génération et a connu une histoire familiale assez comparable à celle du grand leader actuel Xi Jinping. Mais comme on va voir, donc, le destin de Madame Kuo a pris un tour très différent. Alors, cette Madame Kuo, lors de l'adolescence, elle a à peine 15 ans, elle a un sort relativement privilégié, justement du fait de son statut social. Donc, elle n'est pas envoyée à la campagne, comme beaucoup des jeunes de sa génération, et elle rejoint donc en fait une unité militaire où elle travaille à réparer donc des équipements de communication à Wuhan, ville qui entre-temps s'est taillée une sacrée réputation, et jusqu'au moment où ensuite elle a été autorisée à retourner à Pékin en 1980 pour faire des études. Alors, comme beaucoup de gens de sa génération, et ça me rappelle aussi donc le destin de mon mari dont je vous ai déjà parlé, cette génération qui a été envoyée à la campagne ou dans les usines pour travailler pendant la révolution culturelle sans pouvoir faire d'études, cette génération est arrivée à l'université un petit peu sur le tard. Donc, dans le cas de Madame Kuo, elle rejoint l'université pour commencer ses études à l'âge de 24 ans. À ce moment-là, elle s'intéresse à la vie du peuple paysan, à leur folklore. Elle fait ça à l'université normale de Pékin et obtient son doctorat donc en 1990, et ensuite elle rejoint l'Académie des sciences sociales de Chine et est recrutée par l'université Tsinghua en 2000. Alors, comme on va le voir, Ko Yu-hwa, c'est quelqu'un qui parle direct, franc et fort. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui parle cash, comme on dit maintenant. C'est une façon de parler qui n'est plus tellement de mise aujourd'hui, on comprend un peu pourquoi, mais ça ne l'empêche absolument pas de s'exprimer autant qu'elle le peut, autant qu'elle en a la possibilité, en public, et en particulier de s'adresser aux médias étrangers, anglophones, dans des interviews. Alors, c'est dans une interview qu'un journaliste lui demande de retracer un petit peu son parcours intellectuel. Et elle commence justement à parler du travail qu'elle a mené à partir des années 2000 dans les campagnes chinoises, dans divers villages situés un petit peu aux quatre coins de la Chine, un petit peu au nord, au centre, au sud, pour voir comment vivent exactement ces paysans. Et ce travail, c'est un travail collectif qu'elle a mené avec d'autres sociologues, justement avec Sun Liping en particulier, mais aussi d'autres, et toute une équipe d'étudiants, de chercheurs, de doctorants. Donc, ils se sont répartis le travail. Et ça a donné lieu donc à un livre qui est paru en 2013 et qui s'intitule donc quand les paysans parlent, la parole des paysans, qui permet justement
de transformer donc la parole de ces gens qui souffrent, elle les appelle les Shokruren, c'est-à-dire donc des gens qui subissent de la souffrance. Comment est-ce que cette parole peut être transformée en histoire, en discours historique? Et elle dit en particulier que l'un des moyens pour justement combattre l'hégémonie des textes officiels et du discours officiel, c'est précisément d'écrire l'histoire de ces gens ordinaires, de ces gens de peu, de ces gens invisibles, de ces gens qui souffrent, ces Shokruren. Alors, ce livre, en fait, part justement de l'inspiration de son doctorat, où elle s'intéressait déjà, en fait, comme je l'ai dit, aux rites, et notamment aux rites funéraires des classes paysannes. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir un petit peu comment elle s'y est prise pour faire cette recherche doctorale. Elle est déjà allée faire de l'immersion justement dans ces vies de village, et elle a vu comment justement dans ces communautés villageoises, on a conservé justement le sens du lignage et de la communauté qui se retrouvent en particulier autour des rites funéraires, parce que les rites funéraires sont une occasion précisément de recimenter justement la communauté familiale, villageoise, et elle voit justement comment ces rites ont ce rôle vraiment de ciment social. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce que Madame Ko décrit à la fois dans son doctorat et dans son livre de 2013, c'est précisément ce qu'on voit être en train d'être détruit dans le film de Boris Schwartzman sur justement cette expropriation des paysans qu'on envoie crécher dans des immeubles HLM et qui du coup perdent justement non seulement le contact avec la terre, la possibilité de cultiver leur terre, mais aussi justement de perdre tous leurs rites et de perdre tout leur lignage qui faisait véritablement le tissu social de la Chine depuis 2000 ans à peu près. Bon. Alors ensuite, justement, on l'interroge sur la question du récit historique. Et elle dit ceci de façon extrêmement directe, comme je l'ai dit. Elle dit tout dirigeant, surtout un dirigeant qui dispose d'un pouvoir illimité, bon, elle nomme personne, mais enfin on voit bien à qui elle pense, essaiera d'éviter à tout prix que les gens connaissent la vérité. Donc, ces dirigeants ont une certaine appréhension, dans le sens de crainte, de la discipline historique, de l'histoire, et ils essayent par tous les moyens de la faire apparaître à leur manière, c'est-à-dire de canaliser et de formuler le discours historique dans le sens qui les arrange. Donc, alors, quitte à à distordre, cacher certains points, en glorifier certains autres, pour formuler une sorte de discours correct, pour mettre en valeur leurs accomplissements et se gagner évidemment l'adhésion du peuple. Et c'est elle qui donne la référence, donc comme dans le 1984 de George Orwell, ils essayent par là même de prendre le contrôle de la mémoire, des émotions, des sentiments et des idées
du peuple, justement pour s'assurer donc la légitimité de leur contrôle du pouvoir. Alors, la Chine, actuellement, est en train précisément de connaître une transition qu'on pourrait qualifier de transition vers, alors certains l'appellent post-totalitaire, mais elle préfère parler de néo-totalitaire. C'est précisément donc le rôle de l'histoire pour elle et aussi de la sociologie de faire sortir donc la vérité. Et son credo, c'est de faire sortir la vérité à partir justement de la base, ce que les Anglais appellent les grassroots, c'est-à-dire non pas par comment dire, une sorte de récit en surplomb ou par le haut, top-down, mais elle essaie d'inverser le mouvement justement en partant de la base. Et c'est ainsi qu'actuellement, elle s'intéresse aussi au sort, par exemple, des ouvriers qui travaillent dans les mines et qui sont atteints par des maladies des bronches et des poumons et la façon dont l'État les traite. Véritablement, elle dit exactement comme des objets, des instruments. Pour elle, l'État chinois traite sa population, en particulier la population la plus déshéritée, véritablement comme des outils. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Bien. Donc, elle a, dans une de ses interviews, tenu des propos très intéressants. Malheureusement, je ne peux pas vous projeter le texte, je vais juste en faire un résumé, sur ce qu'elle appelle la civilisation communiste. C'est-à-dire en chinois donc le Gongchan-zhuyi de Wenming. Alors, elle part justement en fait de la définition de la civilisation qu'en donnent les Européens. Elle cite par exemple Norbert Elias, qui lui justement part d'une définition assez normative de la civilisation, en partant justement de la racine civile. Donc, être civilisé, c'est se comporter de manière civile par opposition à une manière sauvage ou barbare. Alors, elle revendique en fait une autre approche, cette approche justement par la base, et une approche qui n'est pas chargée de jugement. Et elle parle justement de cette civilisation communiste, et ça c'est tout à fait intéressant parce que elle fait partie de ces intellectuels chinois publics qui sont à la fois donc critiques du mode de gouvernance actuel, mais qui revendiquent justement la culture communiste comme faisant désormais partie intégrante de l'histoire de la Chine, exactement au même titre que l'histoire impériale. Alors maintenant, la question, c'est évidemment de se dire, bon, l'histoire impériale a eu une fin, est-ce que l'histoire communiste, l'histoire de la civilisation communiste, va avoir une fin également? Ça, c'est le point d'interrogation. Mais toujours est-il que ce qu'elle se donne comme mission dans son travail de chercheuse, c'est précisément d'étudier dans le détail et dans le concret ce que peut signifier donc cette civilisation communiste. Alors, à la fin d'une des interviews qui a été menée en mars 2020, c'est-à-dire au tout début de la pandémie, elle se montre très critique vis-à-vis de la gestion de la pandémie par les autorités chinoises, parce qu'elle dit que c'est vraiment comment dire, la manifestation même du problème de cette gouvernance, c'est-à-dire en fait du manque de transparence, de la censure de l'information, de l'occultation de la vérité. Et à la fin, le journaliste lui demande « Est-ce que vous avez peur ?»
après avoir dit tout ça. Hein, bon. Et elle dit, ben, bien sûr que j'ai peur. Hein, qui n'aurait pas peur, hein, mais vous avez beau avoir peur, hein, vous n'avez pas le droit, hein, de vous mettre à genoux, hein, ou de vous coucher devant justement un tel pouvoir. Hein, et vous avez beau avoir peur, vous avez juste le devoir de rester debout bien droit. Alors ici, on entend, hein, justement cet esprit de Hairé, hein, c'est-à-dire donc à n'importe quel prix, hein, même en arrivant devant l'empereur avec son cercueil sous le bras, hein, on n'a pas d'autre choix, c'est ce qu'elle dit, hein, que justement de rester debout, même en ayant terriblement peur, mais c'est la mission d'un chercheur, c'est la mission d'un intellectuel public. Hein. Et elle dit, moi je vis en Chine, hein, et je veux parler à partir de la Chine. Autrement dit, elle ne choisit pas l'option de partir, hein, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Hein, elle dit, moi je reste ici et par tous les moyens j'essaye de me faire entendre. Alors là aussi, bon, l'image manque, mais je voulais vous montrer donc un post, le dernier qu'elle a posté sur Weibo, parce que justement on venait de lui annoncer que son compte allait être fermé. Ça, c'était en juin 2020, donc là nous sommes en pleine pandémie, en plein confinement. Hein. Et elle passez-moi l'expression, elle pousse une gueulante, hein, dans ce poste où elle dit son exaspération, hein, face aux autorités, hein, et à la face des autorités, elle leur dit vous avez à peu près quelque chose comme 80 fois essayé de fermer mon compte sur WeChat, sur Weibo, hein, mais, et ça c'est sa conclusion, hein, on ne peut pas, hein, tisser une bonne écharpe à partir de chutes de fil, et on ne peut pas créer un environnement sain, hein, à partir là aussi, passez-moi l'expression, mais c'est la sienne, à partir d'un tas de merde. C'est son dernier mot. Voilà. Bon, alors donc là, vous voyez un peu le caractère de cette dame. Hein. Et c'est ça aussi qui explique qu'elle a été une des premières personnes à protester, hein, contre la persécution de son collègue de Tsinghua, le juriste Xu Zhangren, qui a commencé justement à avoir beaucoup d'ennuis avec les autorités à partir d'un essai, hein, qu'il a publié donc en 2018. Alors, ce Xu Zhangren, c'est quelqu'un qui est né en 1962, donc qui est légèrement plus jeune que Kuo Yuhua et Sun Liping. Il a été, puisqu'il n'est plus maintenant, professeur de droit constitutionnel à l'université Tsinghua, après avoir obtenu un doctorat à l'université de Melbourne en Australie. Donc, c'est quelqu'un qui a connu l'ouverture, hein, sur d'autres traditions de droit. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la jurisprudence, sur la philosophie juridique, la théorie constitutionnelle et en particulier la relation entre le confucianisme et le droit. Et en juillet 2018, il publie cet article sanguinaire, hein, qui s'intitule en français « Peurs imminentes, espoirs immédiats », hein, où il s'attaque frontalement, hein, au secrétaire général du Parti communiste, qui n'est autre que Xi Jinping,
au moment où celui-ci décide de supprimer la limite de 2 mandats pour un président chinois. Donc c'est à ce moment-là que Xi Jinping commence à se projeter président à vie, ce qui va être confirmé, soyons rassurés, donc, lors du prochain congrès du parti à l'automne. Et donc, Xu Zhangrun dénonce là la restauration d'un culte de la personnalité qu'on n'avait plus connu depuis Mao. Alors, cet article, autant vous dire que a fait l'effet d'une bombe, parce que, bien sûr, c'est quand même assez rare d'avoir une expression pareille de dissidence publique. Et donc, à la suite de sa parution, le professeur Xu a été suspendu, privé du droit d'enseigner, et l'université entamait une procédure disciplinaire à son encontre. Mais loin de se laisser intimider, en février 2020, le professeur Xu en rajoute une couche, en quelque sorte, avec un pamphlet que vous avez ici en traduction française, qui s'intitule en français donc « Alerte virale » quand la colère est plus forte que la peur. Et dans ce pamphlet, Xu Zhangrun, comme sa collègue Guo Yuhua, condamne donc la façon dont le gouvernement chinois a géré l'épidémie de Covid-19. Il condamne en particulier la façon dont le gouvernement a interdit la communication d'informations factuelles lors de l'épidémie, et il relie ce problème à un problème plus large de liberté d'expression en Chine. Bon, alors, effet immédiat, juste après la publication de ce pamphlet, le compte WeChat du professeur Xu a été suspendu, son nom a été effacé donc, du réseau Weibo, et peu de temps après, il a été arrêté donc, par la police chinoise à son domicile de Pékin. Il a été libéré ensuite, mais il reste actuellement assigné à résidence. On lui a supprimé sa retraite. Justement, tous ses droits à enseigner, à recevoir un revenu quelconque, à recevoir de l'aide de ses amis. Et donc, il vit dans un petit appartement dans la banlieue de Pékin sur ses économies. Donc, bon, à son âge, on lui souhaite bon courage parce que les économies, ça dure un temps, mais pas très longtemps. Alors, dans ce pamphlet, qui ne fait que à peine 70 pages, que je vous recommande fortement, je vous lis simplement donc la table des matières, où vous reconnaîtrez justement certains éléments que nous avons vus. Alors, vous avez en fait 9 sections. La première s'intitule « Une nouvelle ère en faillite morale ». Alors, la nouvelle ère, c'est justement cette nouvelle ère annoncée par le gouvernement, le Xin Shidai, à laquelle fait allusion également le film de Boris Schwartzman, Guangzhou, une nouvelle ère. Bon. Deuxième section, une nouvelle ère où la tyrannie remplace la technocratie. Troisième section, une nouvelle ère de gouvernance affaiblie. Quatrième, une nouvelle ère avec la tutelle des courtisans, sous la tutelle des courtisans. Cinquième section, une nouvelle ère de totalitarisme numérique. Sixième section, une nouvelle ère dans l'impasse. Septième section, une nouvelle ère d'isolement. Là, vous connaissez évidemment la politique de zéro Covid menée par le gouvernement chinois actuel, donc qui tend à isoler complètement la Chine. Huitième section, une nouvelle ère où la liberté triomphera de la peur.
Enfin, 9e section, une nouvelle ère dont le temps est compté. Et je finirai en lisant donc une partie de la conclusion. Mes compatriotes, je vous soumets ces 9 considérations qui, me semble-t-il, ne sont rien d'autre que des considérations de bon sens. Je voudrais néanmoins répéter ce qui pour moi est fondamental. En attendant que notre pays ait enfin un régime politique normal, en attendant que notre peuple et notre civilisation acceptent enfin à la modernité, nous devons continuer à aller de l'avant avec force d'âme et espoir. Nous devons faire tout notre possible pour établir une démocratie constitutionnelle et instaurer une véritable république populaire. Cela fait plus d'un siècle et demi que nous sommes dans cette vague de modernisation. C'est en la menant à son terme que nous jouerons un rôle. Je dis bien nous le peuple, car combien de temps encore devrons-nous, et il fait une citation, tels des cochons, patauger joyeusement dans la boue, aboyer servilement comme des chiens, vivre dans la fange comme de vils vers de terre. Alors ici, alors je ne sais pas si la citation est véritablement de Liu Xiaobo, ce dissident chinois qui est également mort du fait de ses remontrances au pouvoir chinois, lui aussi mort d'un refus de soins alors qu'il était en prison. Donc Liu Xiaobo qui a publié donc une série d'essais intitulé La philosophie du porc, où il dit mais combien de temps est-ce que le peuple chinois va continuer à vivre comme ça, comme des porcs, c'est-à-dire à manger, dormir, manger, sans jamais arriver à penser. Bien. Alors, là aussi, je regrette de ne pas avoir une image à vous montrer, mais enfin, notre travail de questionnement et d'enquête s'arrête ici pour aujourd'hui, mais si Monsieur Covid nous lâche un petit peu les baskets et si Monsieur Bouddha nous prête vie, nous reprendrons ici même en novembre prochain. Alors, pour l'heure, comme vous le savez, nous sommes à la veille à la fois du Nouvel An chinois, l'année du tigre, et des Jeux olympiques d'hiver organisés à Pékin. Donc nous pouvons nous attendre à pas mal de discours triomphalistes et on pourrait dire hubristiques, pour faire référence à ce sens de l'hubris, cette ivresse de la puissance dont nous parlions en ouverture de ce cours. Mais en ce qui nous concerne, et j'espère que vous en conviendrez, nous préférerons nous en tenir à la devise de l'année « Restons couchés ». Et là, j'aurais bien aimé vous montrer donc une image que m'a envoyée une ancienne étudiante chinoise qui me l'a envoyée de Chine. On voit donc un tigre donc nonchalamment allongé dans un fauteuil en train de faire comme ça, donc pour vous souhaiter la bonne année. Et on pourrait éventuellement aussi, pendant qu'on est couché, finir sur un livre. Et là, je voulais vous montrer la couverture d'un livre d'un auteur coréen de la fin du XVIIIe siècle, Park Ji-won, un des plus importants penseurs et écrivains de la fin de la dynastie Joseon, donc en Corée, qui s'intitule précisément La remontrance du tigre. Et tout ça pour vous rappeler qu'il n'y a pas que la Chine dans le monde, ou même en Asie. Bien, bonne année à vous et donc à l'année prochaine, j'espère.